Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler colonisation aujourd'hui. Alors, le but de mon topo, ça n'est pas de venir mettre mon grain de sel entre les tenants de la colonisation, chance pour les colonisés, ou les partisans les tenants de la colonisation, culpabilité des coloniaux. C'est pas le sujet en fait. Mon sujet à moi, c'est de vous parler de la colonisation en tant que processus universel, c'est-à-dire en tant que phénomène universel, donc qui se déploie aussi bien dans la nature que dans les civilisations humaines, d'essayer de voir, de comprendre ce qu'il a de particulier, donc ce qu'il veut dire, ce qu'il traduit, ce qu'il manifeste, de démontrer, d'en donner une définition, ça c'est important, et de vous démontrer ainsi que nous vivons actuellement bien un processus de colonisation en Europe, et particulièrement en Europe de l'Ouest, et d'essayer d'explorer en quelque sorte ce processus, enfin d'en parler pour essayer de l'aborder sous un angle, avec un regard toujours un petit peu différent. C'est ce que j'essaie de faire. Je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter des gens pour vous expliquer que la colonisation c'est bien, bah, vous avez toute la droite ou l'extrême droite française qui s'amuse avec ça depuis longtemps, enfin, on va dire la droite zémourienne, pour faire simple. Que si vous avez envie d'entendre parler des gens pour vous expliquer que c'est un crime contre l'humanité, c'est horrible et qu'il faut se coucher par terre et faire repentance jusqu'à la fin des temps, vous avez aussi tout un tas de gens. Et au milieu, vous avez tout un tas de gens qui essayent de dodeliner d'un côté ou de l'autre au fur et à mesure des circonstances, en particulier des circonstances politiques. Il n'y a qu'à voir les positions respectives de la quasi-totalité des chefs d'État sur ces questions-là. La colonisation est un enjeu, la thématique de la colonisation est un enjeu idéologique, et je vais essayer de prendre assez de champ avec pour essayer de renouveler un peu le sujet. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la colonisation? Bon, bah d'abord c'est un mot. Alors un mot, bah oui, ça vient du latin colere, qui signifie mettre en culture, cultiver, exploiter. Bon, ça c'est un point important. Bon. Euh, Quand je vais aborder la question de la colonisation, je ne vais pas l'aborder donc du point de vue, je dirais, microscopique, c'est-à-dire du point de vue simplement de la période des 3 ou 4 siècles de conquête et d'administration de territoire déclenchée par les grands États européens dans beaucoup d'espaces dans le monde. Hein. Je crois que les Britanniques ont administré jusqu'à plus de 30 millions de kilomètres carrés, les Français près de 13 millions de kilomètres carrés dans le monde. Les Britanniques, au fait de leur puissance, je crois, administraient un empire qui devait compter près de 400 millions de personnes. Donc c'est un phénomène qui est un phénomène important de l'histoire industrielle, de l'histoire récente de l'Europe, mais c'est un phénomène en fait beaucoup plus ancien et beaucoup plus universel que ça. Et donc je vais essayer de vous en parler plus largement. Le terme de colonisation existe dans le domaine des sciences, en biologie, dans les sciences du vivant notamment, en écologie, en biologie. La colonisation, je vous en donne la définition, c'est le processus par lequel une espèce, une race ou une sous-espèce, voilà, un groupe de population, se propage sur un nouvel habitat. Voilà. Donc, cette définition, elle est vraiment intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle ne vous dit pas c'est bien, c'est pas bien, c'est à telle époque et c'est pas à telle autre. Elle vous décrit un processus. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque si on veut essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de colonisation, c'est un petit peu que si on vous parlait de guerre en vous parlant simplement de la Deuxième Guerre mondiale ou de la Première, vous n'avez pas décrit le phénomène guerre simplement en parlant d'une guerre en particulier. Bon, ben, on ne comprend pas le phénomène colonisation en décrivant un processus colonial en particulier. Mais chaque processus colonial présente un certain nombre de caractéristiques, certains sont assez redondants, donc on va essayer de voir lesquels. En biologie, en écologie, donc, la colonisation, alors on va revenir sur cette définition, c'est le processus, donc c'est un processus par lequel une espèce, une race ou une sous-espèce, bon, ça peut être voilà, se propage dans de nouveaux habitats, dans un ou plusieurs nouveaux habitats. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit cette définition? Elle nous dit déjà plusieurs choses. Que la colonisation, c'est un processus. Bon. Ensuite, elle nous dit qu'il concerne une collectivité, un collectif. Alors, une espèce, c'est un collectif. Hein, typiquement, quand une espèce se propage dans un nouvel habitat, bah, c'est pas un individu qui se propage. Et si un petit groupe d'individus de cette espèce, je sais pas moi, les renards, ou je sais pas moi, une espèce végétale particulière, etc., se propage dans un nouvel écosystème, dans un nouvel habitat, la propagation de cette espèce s'accomplit non pas en tant que des individus,
mais en tant qu'espèce. C'est-à-dire, elle est analysée du point de vue de l'espèce. La colonisation analyse les processus de propagation du point de vue collectif. Ça, c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que, typiquement, ça n'est pas parce que vous avez 3 ginkgos ou 3 sapins qui poussent dans une forêt de feuillus, si vous voulez, que vous avez un processus de colonisation. Si vous avez 3 clampins qui ont sorti les sapins de leur jardin parce qu'ils acidifiaient la terre de leur jardin et la terre de leur potager pour aller planter les sapins dans la forêt d'à côté, les épicéas dans la forêt d'à côté, au milieu d'une forêt de chênes, vous ne pouvez pas réellement parler de processus de colonisation. Donc le processus de colonisation, c'est un processus qui aboutit en fait qui est un processus qui se déroule dans le temps et qui aboutit en fait à la propagation d'une espèce dans un nouvel habitat. Et ça, c'est un point très important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire un nouvel habitat? C'est un habitat dans lequel elle n'existait pas ou elle n'était pas présente en tant qu'espèce, c'est-à-dire en tant que collectif, auparavant. C'est clair comme définition. Bon. Donc voilà une définition. Là, il faut toujours en revenir un peu à la science et aux évidences. Une définition très claire de la colonisation. Une colonisation est le processus dans lequel une espèce, une race, ou peu importe, un groupe, se propage dans un nouvel habitat. Bon. C'est donc un phénomène universel, comme je vous le disais. C'est un phénomène qui existe dans la nature, une colonisation dans le domaine, dans le domaine des colonisations de mammifères, vous avez des colonisations d'arbres, vous avez des colonisations d'insectes, voilà, et vous avez des colonisations de populations d'êtres humains, qui, elles non plus, ne sont pas nouvelles et qui n'ont pas attendu en particulier les colonisations européennes du XVIe au XIXe siècle pour exister. On croit savoir par exemple que la culture mégalithique s'est déployée essentiellement par un phénomène de colonisation, et la colonisation des êtres humains, parce que les êtres humains sont une espèce un petit peu à part sur cette planète, empruntent des voies qui sont des voies un peu particulières. On va voir lesquelles. Alors quand je dis que c'est un phénomène universel, je veux dire que la plupart des peuples du monde ont été, à un moment ou un autre, à un titre ou un autre, coloniaux. Alors, je peux vous donner d'innombrables exemples, c'est pas ce qui manque. Les Bantous, par exemple, les populations bantoues ont colonisé l'Afrique noire. Les Chinois ont colonisé une partie du Vietnam. Les Viets ont eux-mêmes colonisé le Kampuchea, le Cambodge. Les Khmers, les Chinois, les populations asiatiques du sud-est asiatique ont colonisé le Japon. Donc les premières populations qui vivaient, les Aïnous, ont été colonisées par les populations ici du continent. Les Japonais, à l'ère moderne, ont colonisé la Chine. Les Incas ont colonisé leurs voisins, les Grecs, les Turcs, les Juifs, les Berbères, les Vikings en Grande-Bretagne, j'en passe et des meilleurs. L'histoire de la colonisation, c'est une histoire très ancienne. Quand les Vikings établissaient des comptoirs de commerce, par exemple, dans le nord de l'actuelle Russie, c'était déjà une forme de colonisation. Quand ils se sont installés durablement en Angleterre, c'était une colonisation. Quand ils se sont installés ou fondé des royaumes de Sicile, c'était une colonisation. Mais voilà, toutes les populations dans l'histoire, un grand nombre de populations dans l'histoire ont colonisé. C'est-à-dire, suivant la définition qu'on en donnait en biologie, se sont propagés dans de nouveaux habitats. Alors, les formes de la colonisation chez les êtres humains se partagent, on va dire, en 4 grandes catégories, globalement. La première catégorie de colonisation, c'est ce qu'on appelle les comptoirs d'échange ou de commerce. C'est-à-dire, c'est quand un groupe, alors les Grecs l'ont fait, les Vikings l'ont fait, les Arabes l'ont fait, les Han l'ont fait, bref, passons. C'est quand une population établit un comptoir d'échange ou de commerce dans un endroit donné. En clair, c'est un groupe de population qui va s'installer quelque part et qui va y vivre en pratiquant l'échange et le commerce. Voilà. C'est une façon de s'implanter en quelque sorte sur un territoire qui n'est pas le sien, dont on ne provient pas, dans un nouveau territoire. Autre forme de colonisation, les comptoirs d'échange que les comptoirs d'échange et de commerce, les comptoirs, ou en tout cas les implantations visant à extraire ou exploiter des ressources. Donc ça, c'est un des objets de la colonisation. C'est d'ailleurs dans l'étymologie, cultiver, exploiter, mettre en culture, exploiter. Un des buts de la colonisation, une des visées de la colonisation, c'est l'agriculture, par exemple, accéder à des terres arables. C'était une des motivations, par exemple, des Vikings. Mais aussi l'exploitation de ressources minières,
le commerce d'espèces rares ou de terres rares, le commerce de population, hein, pour l'esclavage typiquement, mais voilà, la main-d'œuvre d'une façon générale. Alors, l'esclavage, c'est une forme de. Quand vous allez établir un comptoir et que vous vous servez en quelque sorte en population pour faire un commerce d'esclaves, c'est une forme de colonisation, hein, évidemment. Là, évidemment, là non plus, les Européens n'ont pas été ni les premiers, ni d'ailleurs les derniers à pratiquer ce genre de colonisation. Je ne dis pas ça pour relativiser l'importance de la traite, de la traite d'esclaves, hein, du tout, mais bon, c'est un fait. Euh, Ensuite, d'autres formes de colonisation, c'est les colonisations de type militaire. Donc c'est la mise en place d'établissements militaires stratégiques, de forces militaires. Alors en général, ces forces militaires sont installées dans des territoires nouveaux pour plusieurs raisons. Alors parfois c'est pour tenir des objectifs stratégiques, typiquement le long de voies maritimes ou de voies de commerce importantes. C'est pour exercer des pressions de type militaire pour des objectifs à caractère politique. C'est parfois aussi pour conquérir des territoires plus larges et c'est parfois aussi pour défendre les premières formes de colonisation, c'est-à-dire des comptoirs ou des colonies agricoles ou des colonies minières, etc. Voilà. Donc, toutes ces formes de colonisation ne sont pas exclusives les unes des autres, hein. Vous comprenez bien que vous pouvez avoir plusieurs formes de colonisation simultanées, voire plusieurs formes de colonisation successives, hein, qui se suivent dans le temps. Et une des quatrièmes formes de colonisation, c'est l'établissement je dirais de points de fixation culturels et religieux. Hein, c'est lorsqu'une population a atteint un certain niveau d'organisation, elle cherche à propager je dirais, sa culture, sa religion, son ordre propre pour elle-même, c'est-à-dire pour les colons, ceux qui sont installés sur ce nouveau territoire, parce que les êtres humains vivent dans des sphères, hein, dans des sphères de culture, des sphères de naissance, c'est-à-dire des sphères qui sont des sphères nourricières, des sphères de sens, etc. Et que lorsqu'un groupe humain s'installe quelque part, il transporte avec lui, en quelque sorte, il transporte son foyer avec lui, d'une certaine façon. C'est ce qu'avait très bien raconté Jean-Pierre Vernant, qui avait été, je crois que Jean-François Gaultier avait fait une conférence à ce sujet-là aussi, dans lequel Jean-Pierre Vernant expliquait l'importance du couple Hermès-Hestia dans la culture chez les anciens Grecs. Donc Hestia qui était le centre de la demeure, qui était la déesse du foyer, de l'espace domestique, et Hermès qui était le dieu voleur, le dieu voyageur, qui était présent aux portes. Les portes, c'est ce qui permet de passer d'un endroit à un autre. Qui était plutôt la figure de ce qui est instable, de ce qui n'est pas fixe, de ce qui n'est pas permanent, de ce qui n'est pas circonscrit, de ce qui n'est pas fermé, donc par définition de ce qui est ouvert. Cette figure en quelque sorte d'Hermès et d'Hestia, voyageant simultanément, c'est aussi ce qui figure une des particularités de l'espèce humaine, c'est qu'elle est à la fois enracinée et désinstallée. Ça n'est pas une particularité au regard des autres espèces, puisque chaque espèce, se déplaçant collectivement, reconstitue d'une façon ou d'une autre, parfois en adaptant ses stratégies alimentaires, etc., reconstitue son ordre propre, c'est-à-dire ses règles de fonctionnement, son mode de fonctionnement, etc., à l'intérieur de l'espace qu'il a colonisé. Typiquement, quand les Vikings se sont installés en Islande, quand les populations se sont installées en Islande, les colonies qu'ils ont fondées ont dû s'adapter à des conditions de vie qui étaient, même si l'Europe du Nord était déjà passablement aride et difficile, passablement compliquée, parce qu'il n'y avait pas d'arbres. Enfin, là, pour ceux qui connaissent l'Islande, c'était très compliqué. Mais à chaque fois qu'une nouvelle espèce s'implante dans un territoire, elle transporte avec elle Hestia, c'est-à-dire son foyer, d'une certaine façon, elle établit son foyer, et en même temps, elle colonise, elle s'adapte, elle change, elle modifie, elle transforme sa façon de procéder pour survivre et s'adapter à des nouvelles contraintes. C'est ce qui fait qu'elle survit, c'est-à-dire c'est ce qui fait qu'elle continue à exister en tant que collectif et qu'elle ne disparaît pas, qu'elle ne se fond pas, soit par assimilation, soit par disparition pure et simple, qu'elle ne disparaît pas et qu'elle réussit à survivre dans le milieu dans lequel elle est implantée. Milieu au sens large, un milieu, ça peut être un milieu naturel, un milieu humain, etc., etc. Typiquement, il y a eu des colonies on sait maintenant qu'il y a eu des colonies de Vikings
en Amérique du Nord qui n'ont pas survécu, qui n'ont pas survécu, qui ne sont pas restés en place, ou des colonies de Vikings qui se sont installées au Groenland. On sait qu'il y a eu plusieurs phases de peuplement successives qui n'ont pas permis à ces populations de trouver en quelque sorte des capacités d'adaptation suffisantes pour reconstituer en quelque sorte Estia, installer Estia, c'est-à-dire installer leur noyau, leur centre dans ce nouvel endroit. Les Grecs, on parle toujours de l'Europe, hein, les Grecs avaient fondé des cités dans la plupart des pays riverains de la Méditerranée, sur les côtes, mais pas que. Je crois qu'il y avait jusqu'à plus de 150 cités grecques qui s'étaient d'ailleurs prestées, qui se reconnaissaient comme cités les unes les autres, hein, plus ou moins importantes parfois. Mais voilà, donc le processus de colonisation, c'est un processus, on l'a vu au départ, qui est un processus qui est universel. On connaît évidemment, nous, beaucoup mieux celui des Européens, parce que c'est notre histoire, mais c'est un processus universel. Qu'est-ce qui rend... D'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour désigner plus précisément ce qu'est la colonisation? La colonisation implique un collectif, on l'a vu. La colonisation implique une propagation, hein, c'est-à-dire, voilà, une propagation, vous voyez ce que c'est. C'est le fait de transmettre sur une large échelle, ou de diffuser sur une large échelle quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est une diffusion biologique, culturelle, religieuse, économique, etc., etc., puisque la colonisation englobe l'ensemble de ces facteurs. Et elle le fait où? Ce processus de colonisation a lieu où? A lieu dans un nouvel habitat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espèces, ou les groupes, ou les peuples qui s'installent et qui procèdent à cette colonisation le font sur un territoire qui est un nouvel habitat, c'est-à-dire qui n'est pas le leur. Voilà. Et donc, si cet nouvel habitat est déjà occupé, alors, il se produit un certain nombre de choses qu'on va voir tout de suite. Donc, quels sont les effets de la colonisation? Le premier effet, c'est évidemment des formes de coopération et de violence. Donc, dans le domaine du biologique, c'est ce qu'on appelle la coévolution, c'est-à-dire que une espèce s'installant dans un nouvel écosystème va chercher à s'adapter, mais va en même temps perturber d'une certaine façon l'ordre écologique en place avant elle. Alors la colonisation d'une nouvelle espèce peut se faire au détriment d'autres espèces. Parfois c'est de la coopération, mais parfois c'est de la compétition. Typiquement, si vous laissez en fait des feuillus se diffuser, s'implanter dans des sapins s'implanter dans une forêt des conifères s'implanter dans une forêt de feuillus, au bout d'un certain temps, les sapins vont acidifier la terre, et la terre acidifiée ne permettra plus aux feuillus de continuer à pousser, ou permettra à certains types de feuillus de continuer à pousser, mais en éliminera certains autres. Voilà. Donc, on sait en fait que l'irruption d'une espèce ou d'un groupe, d'un collectif, dans un nouvel écosystème, dans un nouvel habitat, provoque des bouleversements, des changements, et ces changements peuvent être interprétés du point de vue de la coopération ou du point de vue de la compétition. Dans les deux cas, dans les sociétés humaines, c'est à peu près la même chose. On peut dire, alors certains se crêpent le chignon pour savoir si l'Algérie française était fantastique ou pas. On ne peut pas nier qu'il y ait eu des phénomènes de coopération en Afrique du Nord, et on ne peut pas nier non plus qu'il y ait des phénomènes de compétition. Et donc on ne peut pas nier qu'il y ait eu des violences. Et en fait, la plupart des phénomènes de colonisation obéissent à ces deux règles-là, à des degrés variables, puisque évidemment, la coopération peut faciliter la compétition. Les coopérations et les compétitions, ce sont deux modes opératoires qui peuvent aboutir fondamentalement au fait qu'une espèce soit supplantée par une autre. Voilà. Typiquement, si vous coopérez avec une espèce et que vous facilitez cette espèce, typiquement, j'en sais rien moi, une espèce d'insecte qui va faciliter la propagation d'une espèce d'épicéa sur son propre sol, vous avez ce qu'on appelle des formes de symbiose qui se mettent en place et qui peuvent à terme aboutir par exemple, à la disparition d'une espèce autochtone dans un écosystème donné, et à l'apparition de nouvelles espèces. Vous connaissez ces histoires de frelons asiatiques, enfin, les exemples ne manquent pas. C'est un des effets possibles de la colonisation, hein, puisque typiquement l'irruption de frelons asiatiques dans les ruches
est dans le domaine de l'apiculture et n'est pas perçue précisément comme un rapport de coopération, mais plutôt comme une violence et comme une compétition interspécifique. Interspécifique, c'est-à-dire entre les espèces. Donc deuxième effet de la colonisation, donc premier effet, c'est coopération, compétition, violence. Deuxième effet, l'exploitation des ressources. Bon, ça c'est dans l'étymologie du mot. Une des caractéristiques de la colonisation, c'est l'exploitation des ressources. C'est-à-dire, une espèce s'établit dans un nouvel habitat, un groupe de population s'établit dans un nouveau pays, sur de nouvelles côtes, sur de nouveaux endroits, dans la plupart des cas, pour accéder à de nouvelles ressources. Alors, soit du fait de son travail, soit du fait du pillage, soit du fait de la guerre, soit du fait de l'agriculture, peu importe, mais c'est toujours pour accéder à des nouvelles ressources. Et la troisième conséquence de la colonisation, c'est l'installation, la position passée à un certain niveau d'un ordre, la mise en place en fait d'un transfert d'estia, c'est ce qu'on appelle le transfert d'estia, c'est-à-dire c'est le fait que la population cherche à imposer dans l'endroit qu'elle a colonisé ses mœurs, sa culture, son écosystème culturel, sa sphère culturelle, sa sphère de sens, sa sphère symbolique, sa façon de vivre, etc. etc. Et c'est parfaitement naturel. Si elle ne le fait pas, et qu'elle est entourée d'autres populations, alors elle perd son caractère collectif et se dissout dans les ensembles qui l'entourent. Et elle entre de ce fait dans le néant, c'est-à-dire qu'elle est avalée en quelque sorte par l'écosystème dans lequel elle s'est fondue. C'est ce qu'on a appelé l'assimilation en France. L'assimilation, historiquement, c'est un processus qui aboutit à ce phénomène-là, c'est-à-dire à la disparition, à la fusion et à la disparition des éléments individuels qui ne peuvent pas s'établir collectivement dans un pays et qui sont individualisés et sont fondus, en quelque sorte, sont assimilés à la culture et à la population autochtone. Donc, récapitulons. La colonisation, c'est un processus par lequel un collectif, donc une espèce, une communauté, une population, se propage sur des territoires sur lesquels elle n'est pas indigène, puisque ce sont des nouveaux territoires, et ce processus débouche, la plupart du temps, si ce territoire est habité, par une coopération ou par une compétition pour l'accès aux ressources, au territoire et à la reproduction avec les collectifs vivants qui sont indigènes. Voilà. Donc, ce processus de colonisation obéit toujours fondamentalement aux mêmes règles. Et cette définition claire de la colonisation, c'est-à-dire un processus par lequel un collectif, une espèce, une communauté, un peuple se propage sur des territoires sur lesquels il n'était pas présent auparavant, cette définition de la colonisation n'est pas discutable. Elle s'applique aussi bien effectivement aux Européens qu'elle peut s'appliquer aux Han, aux Viet, aux Kampuchea, aux populations magdaléniennes ou aux populations qui ont fondé la culture des mégalithes, aux Bantous d'Afrique, etc., etc. C'est valable partout. Voilà. Et c'est valable aussi en écologie, puisque c'est effectivement assez proche de la définition qu'on peut donner en biologie, typiquement du processus de colonisation. Une fois qu'on a défini la colonisation de cette façon, il faut se rendre à l'évidence, la colonisation, c'est donc un processus universel qui est évident, dont les contours sont évidents, et accepter cette définition, c'est reconnaître de facto que l'Europe actuelle subit un processus de colonisation. Voilà. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on retrouve dans le phénomène, je dirais, de migration intense de population en direction de l'Europe aujourd'hui, l'ensemble de ces caractéristiques. On peut les énumérer, encore une fois, si vous voulez. Mais on retrouve effectivement, non pas de la migration d'individus, mais de populations entières, puisque vous avez aujourd'hui des diasporas maliennes à Montreuil, algériennes, marocaines, ce que vous voulez. Vous avez l'établissement de populations en grand nombre, donc qui forment collectif et qui se reconstituent sous forme de collectif en Europe. Vous avez ce phénomène de propagation, donc qui n'est pas interrompu.
Elles le font sur un nouvel habitat, c'est-à-dire qu'elles le font dans des pays dans lesquels elles ne sont pas indigènes, elles sont allogènes ou elles ne sont pas autochtones, si vous voulez, elles ne sont pas natives de ce pays-là. Donc en l'occurrence, si c'est en Europe et que ce sont des populations originaires du Pakistan, des populations originaires du Sénégal ou ailleurs, elles ne sont pas indigènes, donc on est bien tout à fait exactement dans la même définition. Ces populations amènent avec elles, assez logiquement, leur ordre culturel et religieux. Bon, ça ne fait pas de doute non plus. C'est-à-dire qu'une population quand elle atteint un effet de seuil, reconstitue ses sphères intimes, d'une certaine façon, c'est-à-dire sa propre culture, ses propres rites, son rythme et ses normes à elle. Et on peut parfaitement le comprendre. C'est d'ailleurs si vous avez voyagé un peu, c'est ce que vous avez pu voir partout dans le monde et à toutes les époques. Bon, je sais pas, moi j'ai fréquenté pas très longtemps d'ailleurs, mais des Français implantés des colonies, des petites groupes de Français installés dans des pays étrangers, vous trouvez assez fréquemment, sans que ça soit particulièrement ni agressif ni mal intentionné, vous trouvez assez fréquemment dans les bars français, je sais pas, à Taïwan ou en Afrique, etc. Vous retrouvez ces petites colonies qui reconstituent en quelque sorte leur façon de faire, entretiennent un petit peu la nostalgie du pays, etc. etc. Bon, il n'y a rien de nouveau, sauf que, passé un certain stade, évidemment, ce processus de reconstitution de bases culturelles et religieuses prend une forme plus fondamentale, plus institutionnelle, plus lourde. C'est ce qui fait que, typiquement, le nombre de mosquées en France est passé de moins de 200 à plus de 2000, enfin moins de 20 à plus de 2000 en l'espace d'une cinquantaine d'années en France. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. C'est qu'une population de culture arabo-berbère, s'implantant massivement par millions sur un autre territoire, reconstitue les conditions de sa vie culturelle et religieuse sur le territoire sur lequel elle est installée. Et là, on est parfaitement dans le cadre d'un processus de colonisation. Autre élément caractéristique de la colonisation, l'exploitation des ressources. Alors vous allez me dire, oui, mais alors c'est quand les multinationales exploitent Veolia exploite des réserves de je sais pas quoi, ou quand vous avez des propriétaires de mines américains en Sud-Afrique, est-ce que c'est pas de la colonisation? Si, tout à fait. C'est tout à fait la même chose, mais c'est précisément... ça n'est pas discutable. Ça veut dire qu'effectivement, la question des ressources se pose toujours. Et les populations qui viennent en Europe viennent accéder à des ressources. Elles accèdent à des ressources d'éducation, elles accèdent à des ressources de soins, elles accèdent à des appartements, à des logements sociaux, elles accèdent à du travail, elles accèdent à des aides diverses et variées pour leurs enfants, pour elles-mêmes, pour se soigner, pour se loger, pour tout un tas de choses. Il y a une économie de rente qui existe, qui est liée en fait à l'état social, d'une certaine façon en France. Et donc, tout le monde sait, enfin c'est absolument pas discutable, tout le monde sait que accéder en fait au territoire français, vivre sur le territoire français, c'est se placer de fait je dirais, c'est se donner accès à des ressources. Une partie de ces ressources sont utilisées et dépensées sur le territoire, une autre partie sont réexpédiées dans les territoires d'origine. On sait que c'est une manne financière souvent bienvenue pour des pays en difficulté, voilà. Autre caractéristique de la colonisation dans l'histoire, la coopération, la compétition et la violence. Alors, coopération, il y a toujours, hein, on ne peut pas analyser les processus de colonisation comme des processus purement compétitifs, mais du point de vue de méta, ils le sont toujours. Enfin, je dirais, les phénomènes de coopération peuvent exister, mais qui se souvient encore, par exemple, des phénomènes de coopération entre... je ne sais pas, entre les Anglais et les Sud-Africains au temps de l'apartheid. Bon, qui se souvient de la coopération entre les Britanniques et les Hindous du temps de la colonisation de l'Inde voilà, bon. Et on peut prendre des exemples. Qui se souvient de la coopération entre les Japonais et les Chinois en 1940 ou en Corée. Bon. De fait, les coopérations sont toujours je dirais des parenthèses dans un processus qui est globalement un processus de rapport de force. À l'intérieur de ce rapport de force, donc dans ce rapport de force, peuvent s'établir des coopérations, des compétitions, mais elles s'instituent toujours dans le cadre d'un rapport de force. Alors vous pouvez dire que c'est plutôt coopératif ou plutôt compétitif, mais c'est toujours à l'intérieur d'un rapport de force. C'est les conséquences de ce rapport de force qu'il faut analyser.
C'est-à-dire que si vous coopérez et que cette coopération vous est favorable dans le rapport de force, vous allez continuer. Si elle vous est défavorable, eh bien, petit à petit, vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas intérêt à continuer. Bref. Donc, une des caractéristiques, une des dernières caractéristiques de la colonisation, c'est précisément cette existence d'un rapport de force, voilà, dans l'accès aux ressources, typiquement, je dirais, dans les stress classiques qui sont le territoire, les ressources et la reproduction. Voilà. Et donc là, de ce fait, on est aussi, là, typiquement, dans ce cas de ce processus-là, puisque la colonisation que subit l'Europe occidentale se traduit par des changements de population, des changements de base de culture, un accès aux ressources, une compétition pour les ressources, mais aussi, évidemment, dans des violences. Je vous évoquerai les statistiques de population carcérale, la prédominance de populations d'origine extra-européenne dans les statistiques de la criminalité partout, etc., etc. Alors certains me diront qu'il y a des très bonnes raisons à ça, que ces raisons sont en particulier le fait que ce sont des populations qui sont plus fragiles socialement, etc. C'est tout à fait vrai. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. C'est-à-dire que clairement, plus une population est mal organisée, récente, et plus elle est criminogène potentiellement, c'est-à-dire plus elle doit trouver par des biais qui ne sont pas les biais institutionnels, les moyens de sa propre survie. Et les individus, donc, les populations les plus pauvres ont toujours fourni des statistiques plus élevées, proportionnellement plus élevées, que les populations bien insérées et culturellement bien établies à la criminalité. Bon, ça se comprend très bien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'être pauvre, c'est être plus criminogène, mais ça veut dire que le terrain de la pauvreté ou de l'exclusion sociale est un facteur favorable, favorisant, d'une façon générale, les comportements de type criminogène. Bon, tout le monde le comprend, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des riches qui ne sont pas criminogènes non plus. C'est bien, c'est pas ce que j'ai dit. Bref, si on reprend, pour éviter de retomber dans les débats à la noix qu'on connaît par cœur, si on reprend les bases, c'est-à-dire l'existence d'un collectif, la création, l'accès à un nouvel habitat sur lequel il n'est pas indigène, c'est-à-dire sur lequel il n'est pas natif, la propagation de ce collectif, la création de bases culturelles et religieuses, de foyers culturels et religieux, l'accès à des ressources et un rapport de force, c'est-à-dire des violences et un rapport de force. Pour toutes ces raisons-là, donc, on peut parfaitement, effectivement, établir que nous vivons actuellement dans un processus de colonisation. Et donc, on peut parfaitement qualifier l'implantation en Europe depuis en moins de 50 ans de près de 20 millions de personnes, de 20 millions d'extra-européens en Europe, comme un processus de colonisation. On doit en être plutôt à 23 ou 24 millions aujourd'hui. Pour info, 23-24 millions d'extra-européens en Europe, c'est 4 fois plus que ce que l'ensemble de l'Afrique, qui est beaucoup plus grande, a reçu d'Européens sur 5 siècles. Voilà, pour vous comparer, on part toujours de la forteresse Europe, etc., etc. Pour vous donner un point de comparaison, l'Europe, en 50 ans, a reçu 4 fois plus d'extra-européens que l'Afrique n'a reçu d'Européens en 5 siècles, c'est-à-dire en 10 fois plus de temps. Bon, si on voulait faire une petite multiplication simple, un petit rapport de proportion, on va dire que c'est 40 fois plus intense. Voilà. Donc, on ne discutera pas du fait que l'Afrique ait fait l'objet d'une colonisation. Et donc, on ne peut pas non plus discuter du fait que l'Europe fasse l'objet d'une colonisation. Là où la discussion peut encore achopper dans les échanges d'arguments avec des personnes qui auraient quelques difficultés en quelque sorte à se ranger à ces arguments-là, là où la discussion peut achopper, c'est sur 2 points. La nature de la violence et l'origine du processus de colonisation. Alors, évidemment, là, on met de côté, je dirais, certains vont considérer que c'est déjà pinaillé, puisque si on se base sur une définition en biologie, en quelque sorte, du processus de colonisation, on est largement dans les clous. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Hein. Si la colonisation, rappel, hein, si la colonisation, c'est un processus par lequel une espèce, une race ou un groupe se propage collectivement dans un nouvel habitat, bon, la discussion est close. Bon, voilà, il s'agit bien d'une colonisation. Point. Voilà. Donc, on est biologiquement, sur le plan biologique, le processus que nous subissons est déjà, écologiquement et biologiquement, une colonisation, et ça ne fait absolument pas de doute. Si on veut élargir la définition de la colonisation, ce que j'ai essayé de faire, restent 2 points d'achoppement. Le premier point d'achoppement, c'est la question des violences, donc l'origine des violences, et la question de l'origine, en quelque sorte, du processus. Voilà.
et de sa force. Alors, on ne va pas rentrer dans une discussion qui est une discussion du toi t'as fait ça, mais moi je t'ai fait ça, mais si je t'ai fait ça, toi t'as fait ça, parce que c'est des discussions qui n'en finissent plus. Si vous voulez justifier la colonisation des Arabes contre les Berbères au nom des raids berbères contre les Arabes, vous pouvez le faire. Si vous voulez justifier la colonisation au marché de l'esclavage d'un certain nombre de puissances arabes contre des populations subsahariennes au nom du comportement des populations bantoues dans le sud de la Libye, vous pouvez le faire. Si vous voulez justifier la colonisation française en Algérie au nom des raids menés à partir des ports d'Algérie sur l'ensemble des bateaux de commerce en Méditerranée depuis plusieurs siècles, vous pouvez le faire. Ce que je veux dire, c'est que une des caractéristiques des colons et des colonisateurs, c'est qu'ils trouvent toujours d'excellentes raisons de faire ce qu'ils font. Et donc, comme disait l'autre, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. La loi du plus fort est toujours la meilleure. En clair, c'est celui qui gagne, qui impose son récit à l'autre. Et il est évident que chaque population colonisatrice trouve d'excellentes raisons de justifier son comportement colonisateur. Voilà. Donc ça, on va éviter donc les discussions microcolines là-dessus, puisque ça n'a aucun intérêt. Il y a toujours d'excellentes raisons de coloniser quelqu'un. Et par exemple, aujourd'hui, expliquer aux Européens qu'ils ont colonisé l'Afrique pour les coloniser à leur tour, c'est une explication qu'on trouve assez fréquemment. Mais ça n'est qu'une explication de mauvaise foi, enfin ça n'est qu'une explication logique, mais on pourra comprendre que les Européens, précisément, ne s'y rangent pas dans la mesure où ils en sont les victimes. Voilà, donc c'est le discours justification de la colonisation, comme les Français avaient un discours de justification de la colonisation en Algérie. Je veux dire, il s'agissait, alors selon les uns, il s'agissait d'apporter la lumière, la religion, la vérité, le progrès, la science, le bien-être. Et certains vous diront, regardez, ils étaient 2 millions, ils sont passés à 10 millions, etc. Bref, donc tout ça a très bien marché, donc voilà. Il y a toujours d'excellentes raisons de justifier la colonisation. Hein. Donc mon discours n'est pas de justifier ou de ne pas justifier une colonisation, c'est de dépeindre en fait une situation. Et la situation est claire, en tout point, c'est-à-dire selon la définition qu'on en donne en écologie et en biologie, le processus que nous vivons aujourd'hui est bien un processus de colonisation sur tous les points que je vous ai donnés. Donc les 2 points d'achoppement, j'y reviens. Le premier point d'achoppement, c'est la question de l'origine du processus de colonisation. Qui décide ? Certains nous disent, ça n'est pas une colonisation précisément parce que les gens qui viennent en France, ne viennent pas comme des colonisateurs. Bon, donc ça, ils ne viennent pas vous coloniser, ils viennent parce qu'ils ont besoin des hôpitaux, parce ils espèrent un monde meilleur, parce que ceci, cela, etc. Oui, très bien, mais les Européens ou les Irlandais qui crevaient la dalle parce qu'il y a eu une épidémie sur les pommes de terre au 19e siècle et qui ont fui en masse en direction des États-Unis par millions, du point de vue des Indiens, on peut toujours expliquer que les Irlandais en question étaient poussés par la faim, la famine, ce qui était vrai, mais ça n'empêchait pas que du point de vue des Indiens, c'était quand même des colons et qui venaient quand même leur piquer leur terre. Voilà, donc on peut toujours justifier, expliquer qu'il y a des raisons à quelque chose, oui. Il y a effectivement une maladie qui a fait s'écrouler les récoltes et des famines avec des centaines de milliers de morts en Irlande, et que ces phénomènes-là, plus un certain nombre d'autres de type politique, notamment dans les relations avec la Grande-Bretagne, etc., plus une démographie galopante, ont poussé des centaines de milliers d'Irlandais à immigrer aux États-Unis. Oui, il y avait d'excellentes raisons à ça, enfin, d'excellentes explications à ça. Du point de vue des Indiens, il n'en restait pas moins des colons. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, on nous dit la colonisation, ça c'est le fait des États. Et là, je suis bien d'accord. Je voudrais rappeler que précisément, le phénomène de la colonisation, en particulier de la colonisation européenne, a été effectivement le fait des États. Quand je dis qu'elle est le fait des États, c'est qu'elle n'est pas le fait des populations. C'est-à-dire que ce n'est pas les populations qui ont décidé de mener la colonisation. Vous connaissez l'histoire de la conquête de l'Algérie, hein, typiquement, avec Charles V, Napoléon III, etc., etc. On connaît les raisons, c'est pourquoi ça s'est mis en place. Ça n'a jamais été une décision de la population d'aller coloniser l'Algérie. Et d'ailleurs, je dirais, les transferts de population qu'il y a eu dans ces pays-là étaient, pour une part d'entre eux, constitués de gens qui étaient soit en délicatesse ou en des grosses difficultés matérielles sur la métropole, je parle des gros contingents de population, soit purement et simplement parfois des repris de justice, etc., etc.
Il y a beaucoup de gens qui fuyaient aux États-Unis parce que des communautés, typiquement, parce qu'elles n'étaient pas acceptées dans le pays où elles vivaient, pour des raisons religieuses, etc. Beaucoup de repris de justice, de gens qui essayaient de se faire une nouvelle vie, etc. L'Australie a été peuplée par tous les repris de justice du monde anglo-saxon pendant plus d'un siècle. Bon, et donc, individuellement, est-ce que ces gens-là se percevaient eux-mêmes comme des colons? J'ai des doutes. Est-ce que eux se pensaient comme des colons? Alors qu'après, une fois sur place, qu'ils aient adopté en quelque sorte la mentalité coloniale et se soient mis au service d'un système colonial, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que individuellement, lorsqu'ils faisaient le voyage ou qu'ils allaient s'installer en Australie, est-ce qu'ils se pensaient eux-mêmes comme des colons? Pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Quand les partisans d'Auguste Blanqui se sont fait tous déporter en Algérie, je ne suis pas certain qu'ils se pensaient comme des colons qui allaient coloniser l'Algérie au nom de la civilisation française. Pas du tout. C'était pas le cas. Quand les Han établissent des ghettos chinois aux États-Unis ou en Europe, je ne suis pas certain qu'ils se disent on est en train de coloniser l'Europe ou les États-Unis. Pas du tout. Donc la question de l'intention, en fait, est secondaire. Ce qui compte, c'est le processus lui-même. Et ce processus est indiscutable. Qui décide précisément? Eh bien, effectivement, c'est toujours les États. Et donc, parce que ce sont les États qui décident, il faut s'interroger sur la logique de cette décision. Pourquoi les États ont-ils établi cette colonisation, ces processus de colonisation dans l'histoire? Certains l'ont fait dans l'histoire, on va parler de l'histoire, si on parle de l'histoire universelle, l'ont fait pour des raisons diverses et variées, mais toujours parce qu'il y a un rapport de collusion entre les intérêts économiques, les intérêts financiers et les intérêts politiques. Les populations n'ont jamais fait le choix de la colonisation. Et au contraire, à chaque fois qu'on a donné la parole aux populations quant à l'avenir de la colonisation, en général, ça s'est toujours terminé de la même façon. Que ça soit pour les Anglais et pour d'autres. Les Français, typiquement, ce sont les Français qui, parce qu'ils ont le droit de vote, euh, euh, se prononcent très largement en faveur de la fin de la colonisation en Algérie. Voilà. Parce que la population s'est exprimée. Est-ce que la colonisation de l'Algérie a fait l'objet d'un débat démocratique? Est-ce qu'on a interrogé les Français pour savoir s'ils étaient pour ou contre la colonisation? Jamais. Jamais. Donc les colonisations se déclenchent toujours, sont toujours le fait, et c'est particulièrement vrai depuis le début de l'ère industrielle, sont toujours le fait d'États qui sont largement partie liés avec des intérêts économiques. Les premiers comptoirs d'échange et de commerce, typiquement de la traite d'esclaves ou du commerce triangulaire, etc., on sait quels étaient les propriétaires et quelles sont les fortunes absolument faramineuses, les fortunes privées qui se sont constituées sur le commerce d'esclaves, qui était très largement lié typiquement au commerce dans les plantations. Qui étaient les propriétaires d'esclaves? Qui organisait le commerce d'esclaves? Est-ce que c'est la population française? Est-ce que c'est la population anglaise? Est-ce que c'est le marinier ou le prolo espagnol? Jamais. Ces politiques ont été des politiques d'État, et ces États servaient eux-mêmes, et se servaient d'intérêts qui étaient des intérêts financiers et économiques. Des fortunes gigantesques qui existent encore et dont les grands noms sont encore connus aujourd'hui, se sont constituées sur la colonisation. Mais certains veulent voir la colonisation sous l'angle Sagan. Vous savez, vous connaissez peut-être l'histoire de Fort Sagan et du capitaine, je crois, Sagan. Donc l'aventure militaire, Lyotet, les sables chauds, le côté un petit peu, vous savez, tout l'imaginaire colonial, autant de l'homme d'aventure dans le Sahara ou dans les territoires conquis, c'est très beau tout ça. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la colonisation, c'était pas Sagan, c'était pas le fils de paysan français qui l'a décidé. C'était des gens qui étaient des élites, financières et politiques qui la décidaient. Or, aujourd'hui, qui décide de cette colonisation de l'Europe? C'est toujours les mêmes, globalement. Les populations, les intérêts et les pouvoirs qui ont décidé de la colonisation par les moyens de l'Europe de territoires conquis sur des puissances autochtones en Algérie, en Afrique et ailleurs en Inde, et qui ont créé des empires financiers colossaux, sont exactement les mêmes, toujours exactement dans la continuité de ces pouvoirs-là, aujourd'hui, en train d'organiser la colonisation de l'Europe, c'est-à-dire le processus de colonisation qu'elles ont appliqué dans le monde, elles l'appliquent exactement pour les mêmes intérêts, pour leurs objectifs, sur l'Europe aujourd'hui. Et l'Europe est devenue un territoire de conquête. Voilà. Donc,
Récapitulons. On a vu que la colonisation, c'est un processus, et ce processus est un processus universel. On a vu qu'il avait un certain nombre de caractéristiques, et on sait que ces caractéristiques permettent de définir de façon absolument implacable et indiscutable que l'Europe vit un processus de colonisation. On a vu que dans l'histoire, les processus de colonisation servaient toujours des intérêts. Ces intérêts, ce sont des intérêts privés et politiques. C'est la conjonction, depuis le début de l'ère industrielle, entre les puissances financières et les puissances d'État, c'est-à-dire les moyens de l'État, qui a abouti à la politique de colonisation, et les populations, en particulier les populations autochtones, plus spécifiquement les populations autochtones, en ont toujours été les victimes. Alors certes, vous me direz, d'une certaine façon, quand on déporte tous les partisans de Blanqui pour les envoyer au fin fond de l'Algérie, elles en sont victimes aussi, on est bien d'accord. Quand Fabius ou Bernard-Henri Lévy ou des intérêts américains ou des intérêts pétroliers déclenchent des guerres dans tel et tel pays, etc., et que ces guerres provoquent l'exode de centaines de milliers, voire millions de personnes, et que ces personnes, une partie de ces personnes déboulent en Europe, elles ne sont pas responsables, d'une certaine façon, du processus. On a toujours affaire aux mêmes, c'est-à-dire à des politiques liées à des intérêts financiers qui déclenchent les guerres ou qui exploitent des ressources, typiquement politique industrielle d'un certain nombre de transnationales en Afrique encore aujourd'hui, hein, comme d'ailleurs en Europe. Je veux dire, ce sont les mêmes qui font pression à la baisse sur les salaires en Europe et qui simultanément exploitent et corrompent des dirigeants africains pour exploiter dans des conditions financièrement avantageuses un certain nombre de ressources dans des pays dans lesquels on crève la dalle. Mais ce sont les mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sur le strict plan politique, si on laisse de côté la question morale ou même la question sur le plan écologique et scientifique, il y a deux catégories. Il y a trois catégories. Il y a les colonisateurs, les colons et les colonisés. Le colon ne sait pas forcément qu'il est un colon. Il le devient une fois qu'il est installé, de fait, par sa seule présence. C'est un peu comme l'ennemi. Julien Freund expliquait que l'ennemi est l'ennemi, quoi que tu veuilles qu'il soit. Même si tu ne veux pas qu'il soit ton ennemi, il est ton ennemi quand même. Le colon est un colon, quoi qu'il veuille lui-même. C'est-à-dire, même s'il ne veut pas être un colon, de fait, il est un colon. Lorsque une famille irlandaise quittait l'Irlande et s'installait avec des centaines de millions ou des millions d'Irlandais sur les terres aux États-Unis, ces terres étaient prises à des populations indiennes. Eh bien, pour ces populations indiennes, quelles que soient les bonnes raisons, ou les raisons parfaitement compréhensibles du point de vue humain qu'elles pouvaient avoir de la misère de ces populations dans leur pays, elles étaient colonisées et ces Irlandais étaient des colons. Et donc, de la même façon aujourd'hui, quelles que soient les conditions qui ont poussé ces populations à sortir de leur pays, à les quitter, elles n'en sont pas moins, elles n'en constituent pas moins des populations de colons sur le sol européen. Deuxièmement, on a vu aussi que les acteurs de ce processus, donc la distinction entre colonisateur, colon et colonisé, le colonisateur, c'est le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre n'a pas changé. En Europe, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, les puissances, la collusion entre les intérêts de la finance et l'État moderne, c'est une vieille histoire. On ne va pas la refaire parce qu'on abordera ça dans une autre question. C'est une vieille histoire, et une histoire qui est parfaitement connue. Et ces intérêts existent toujours. Ce sont toujours des intérêts qui œuvrent aux intérêts d'un certain nombre de politiques et à des intérêts à la constitution de fortunes et de pouvoirs gigantesques au niveau international. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui les transnationales ont disparu ? Est-ce que la firme Monsanto, dont le nom est illustre dans les milieux de l'esclavage très précocement, et plus tard, au début du XXe siècle, dans la production d'agents exfoliants qui ont été utilisés par les Américains pour bombarder les Vietnamiens ou pour les asphyxier ou pour faire brûler littéralement leur forêt avec l'agent orange au Vietnam, ou parlons des intérêts d'Ig Farben ou d'un certain nombre d'intérêts industriels allemands qui ont été utilisés par les nazis dans le cadre de leur politique d'expansion, de leur politique d'expansion en Europe et ailleurs. Bref, on a toujours trouvé en fait des intérêts privés qui se sont considérablement enrichis et qui sont toujours adossés à des intérêts financiers qui sont énormes, qui constituent des puissances phénoménales aujourd'hui, et qui se sont constitués, et qui sont toujours, aujourd'hui, se constituent toujours sur ces prises de décision politiques.
Quelles sont les prises de décision politiques aujourd'hui? Eh bien, ce sont les prises de décision de l'État, c'est-à-dire l'État français aujourd'hui, l'État français entre guillemets, bien évidemment, qui n'est pas français particulièrement, c'est surtout Emmanuel Macron est un produit, enfin vous savez d'où il vient. L'État aujourd'hui organise, depuis déjà plusieurs dizaines d'années, la colonisation de son propre territoire, entre guillemets son, de notre territoire, par des populations issues de théâtres d'opérations de guerre qu'il a décidé lui-même, que nous n'avons pas décidé. Je crois que personne n'a fait un sondage en France pour savoir s'il fallait bombarder les Syriens, ou pour savoir s'il fallait, comme pas plus qu'il n'y a eu de sondage, pour savoir s'il fallait coloniser l'Algérie à l'époque. Parfois, par contre, à chaque fois qu'on a demandé leur avis son avis à la population, l'avis, par exemple, sur la guerre sur l'Algérie, il était très clair. Les populations n'ont jamais été colonialistes. Les populations ne sont pas coloniales. Le prolo n'est pas colonial. Le français n'est pas colonial. C'est-à-dire que les populations ne sont jamais favorables à la colonisation. C'est toujours une impulsion qui vient du colonisateur. D'où l'intérêt de distinguer le colonisateur du colon. C'est très important. Donc, comprendre la différence entre le colonisateur et le colon, c'est comprendre que le colonisateur n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique, il n'est pas forcément au Sénégal, il est parfois beaucoup plus proche de lui, et votre père a peut-être été voté pour lui aux dernières élections. Quand je dis pour lui, on sait bien que ce sont des pantins, on connaît le jeu de la médiacratie et sa capacité à produire en quelque sorte des hommes de paille à gogo pour globalement poursuivre et atteindre ses objectifs. On peut parler d'Obama qui n'a pas été nominé pour le prix de la paix cette fois, prix Nobel de la paix cette fois-ci, mais et qui est le responsable de guerres épouvantables qui ont fait des centaines de milliers de morts partout dans le monde. Mais voilà. Donc, pour en revenir donc à mon sujet, et plus froidement, la colonisation, c'est toujours un phénomène qui est un phénomène simple, si on le prend du point de vue écologique et biologique, donc processus par lequel une espèce ou une race ou un groupe de population se propage dans un nouvel habitat. On a vu que l'Europe était bien effectivement l'objet d'une colonisation aujourd'hui, et on est capable de faire la différence, partout, pour toutes les raisons que je vous indiquais, on est tout à fait capable de faire la différence entre le colonisateur, le colon et le colonisé. Bon. Le colonisé, c'est toujours l'autochtone, c'est toujours le natif, et le colon n'a pas toujours conscience d'être un colon, même s'il peut acquérir cette conscience avec le temps, il n'y a pas de doute, ou se comporter comme un colon. C'est pas parce qu'un colon n'a pas conscience d'être un colon qu'il n'en est pas moins un colon. Et d'une façon générale, donc, la question de savoir si un colon est là est une personne bien ou pas bien, s'il est gentil, pas gentil, s'il avait de bonnes raisons de venir ou pas, s'il avait faim ou pas faim, si son pays est pauvre ou n'est pas pauvre, s'il avait des problèmes de famille ou pas, s'il a été exploité ou pas exploité, etc., ne change rien à son statut de colon. Je vous ai pris l'exemple des Irlandais et des Indiens tout à l'heure, mais bon, voilà. Par rapport à ce phénomène, donc, j'ai établi avec vous le fait indubitable que l'Europe subit un processus colonial. Quand je parle de l'Europe, je parle des populations européennes sur leur sol. Les populations européennes natives sur leur sol. Qu'on se comprenne bien, je considère que, du point de vue européen en tout cas, parce que faut voir les choses comme ça, du point de vue européen, aucune population européenne n'en colonise une autre aujourd'hui. Par contre, du point de vue national ou du point de vue linguistique, il existe toujours des compétitions intraspécifiques à l'intérieur des groupes de civilisation, des groupes de population. Ça existe partout. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, ça nous compliquera un peu le sujet. Bon, toute la question maintenant, c'est de savoir que vouloir et que faire. La première chose, c'est déjà d'avoir confiance, pour analyser cette situation, c'est d'avoir conscience de la différence entre le colonisateur, le colon et le colonisé. La deuxième chose, c'est de comprendre que nous n'avons pas ni à justifier un système colonial que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas désiré, pour lequel nous n'avons pas voté, pour lequel nos ancêtres n'ont pas voté, n'ont pas choisi, et pour lesquels ils ont parfois même perdu la vie et souffert. Je veux dire, la colonisation, ce sont aussi des armées qui ont été utilisées, ce sont des groupes de population qui étaient envoyés pour se faire trucider pour des intérêts coloniaux. Et c'est ça aussi, la colonisation. Et les gars qui allaient se faire trucider à l'autre bout de la planète pour des intérêts coloniaux, je ne vois pas bien, par exemple, l'intérêt d'un certain nombre de Français pour aller défendre un certain nombre d'industries comme hommes de troupes dans un certain nombre de pays d'Afrique aujourd'hui.
Est-ce que pour autant, ces soldats français ne sont pas des colons? D'une certaine façon, ils en sont aussi. Mais nos, les populations se font trouer la peau pour des intérêts coloniaux, pour des intérêts de transnational, pour des intérêts d'État, et ne sont pas les colonisateurs, ils n'ont pas décidé de cette politique. Voilà. Et donc les victimes sont d'une certaine façon aussi les colons en phase militaire, mais principalement évidemment les colonisés. Je vais vous prendre un autre exemple. On fait aujourd'hui l'apologie des troupes coloniales en vous disant, regardez, grâce à elles, on a gagné contre le nazisme. Je vous la fais court parce que c'est très con, mais globalement, ça se résume à ça. En clair, regardez, il y a eu, je ne sais plus combien, 2 ou 3% de troupes coloniales dans les forces engagées. Ils ont donné leur vie, donc on leur doit bien ça, et on peut accueillir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs grands-pères, leurs grands-mères, et la totalité de la famille sur 5 générations. Bon, évidemment, énoncé comme ça, c'est stupide, mais c'est vraiment stupide. Hein. Eh bien, il faut se rappeler que dans le processus colonial, le colonisé est toujours, à un moment ou un autre, aussi utilisé par le système colonial. C'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Typiquement, par exemple, la conquête de Madagascar a été faite avec des troupes coloniales. C'est-à-dire, le système colonial, lorsqu'il ne trouve plus assez de bétail à envoyer à la guerre sur le territoire métropole, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lève du bétail en quelque sorte, il lève des bataillons sur les nouveaux espaces sur lesquels il a mis en place son ordre, et vous avez l'apparition de ce qu'on appelait les dogues noirs de la République, hein, c'était les tirailleurs sénégalais, qui ont servi en fait à faire de la répression, une répression épouvantable à Madagascar. Mais je veux dire, ça a été effroyable. Je ne vois pas qui peut défendre le système colonial. Je veux dire, la politique les massacres à Madagascar, c'est quelque chose d'effroyable. Je ne vous parle pas de l'utilisation des mêmes tirailleurs sénégalais contre un certain nombre de villages algériens, avec massacres, viols, etc. De la même façon, jusqu'en Guyane. On a envoyé des tirailleurs sénégalais jusqu'en Guyane pour mater, assurer l'ordre et mater. Il y a eu des razzias, il y a même eu des bains de sang en Guyane. De la même façon. Lorsque le tirailleur sénégalais, lorsque le Sénégalais, sur son propre sol, est en quelque sorte colonisé par un système colonial, il est le colonisé. Lorsqu'il s'enrôle, lorsqu'il est enrôlé dans le système colonial pour aller coloniser ou pour aller détruire d'autres populations autochtones sur leur propre sol, violer, détruire, incendier les villages et faire régner l'ordre de la République et du système colonial plus particulièrement au nom des intérêts de la République, au nom des intérêts industriels et sous le prétexte évidemment d'apporter la lumière et la civilisation à ces populations, il devient un colon. Voilà pourquoi je crois qu'il est important de notre part d'adopter une attitude très claire pour ce qui concerne la colonisation. La colonisation, au titre des histoires individuelles, et toutes les histoires individuelles sont belles, vous pouvez parler des histoires individuelles d'une famille d'Irlandais qui a réussi à traverser l'Atlantique, qui s'est établi, qui a travaillé rurement, qui a fait sa ferme, etc., et qui, contre vent et marée, a réussi à faire fortune aux États-Unis. Raconter l'histoire individuelle des personnes, c'est toujours raconter de belles histoires. L'histoire de Fort Sagan, c'est une très belle histoire. Si vous voyez le film un jour, c'est un film avec Depardieu. C'est un beau film. C'est pas tout à fait exact sur le plan historique, mais c'était un beau film. Et donc comprendre, si vous voulez, l'histoire individuelle des familles et même les gestes, entre guillemets, héroïques, parfois militaires, parfois individuels de toutes les guerres et de toutes les aventures humaines, y compris à l'intérieur de phénomènes qui sont ceux de la colonisation, c'est tout à fait possible. Mais on n'est pas en train de parler de ça. Donc on n'a pas à se glorifier, je dirais collectivement, d'un processus que nous n'avons pas décidé, contre lequel même nous avons, je parle du point de vue du peuple français, majoritairement voté contre quand on a eu la possibilité. C'est-à-dire, la seule fois où on nous a demandé notre avis, on leur a dit non, la dépendance aux Algériens, et on a bien fait. On a parfaitement bien fait. Simplement, ce qui est valable pour les Algériens l'est aussi pour nous, aussi en Europe. Nous avons l'obligation, la nécessité de nous débarrasser de la colonisation et d'adopter à l'égard de la colonisation l'attitude que les Algériens ou les Malgaches ont adoptée à l'égard de la colonisation, de la même façon. Bref, ça fait déjà presque pas loin d'1 heure que je parle, donc je vais faire mon topo en 2 temps.
Donc aujourd'hui, je vous ai donné l'énoncé des principes généraux. Je vais vous faire un deuxième enregistrement, j'espère demain, pour vous parler précisément de la façon dont on peut aborder ces questions-là sur le plan de l'action, de l'analyse politique et aussi du combat, entre guillemets, c'est-à-dire de la façon de nous y opposer efficacement. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Désolé d'avoir été si long, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement complexe. Je pense avoir été un petit peu répétitif parfois, mais comme vous le savez, c'est un peu l'exercice, c'est-à-dire je me fous avec mon téléphone dès que j'ai le temps et j'enregistre. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt.